Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art et de manière un peu plus générale au marché de l'art. Nous commencerons donc avec les actualités du marché de l'art proposées par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée dans le marché de l'art chez Bismart, avant de recevoir Cyril Coiffet, le directeur général France de Katawiki et directeur général également du département Art et Antiquité, toujours chez Katawiki, avec qui nous nous demanderons quelle période artistique rapporte le plus. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous recevrons Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, avec qui nous tenterons de comprendre le dispositif LMNP, loueur meublé non professionnel. Quel avantage fiscal, quelles conditions, comment en bénéficier, autant de questions auxquelles nous répondrons dans un instant. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts du secteur patrimonial et notamment pour faire un focus aujourd'hui, entre autres, sur la gestion de patrimoine quand on est dirigeant d'entreprise. Smart Patrimoine, c'est parti. Et un patrimoine thématique donc consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art. Et on commence donc avec les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors quelles actualités dans le monde de l'art cette semaine Sybille ? Alors l'union fait la force, dit-on. Ce dicton s'est appliqué sur la place de New York. 4 grands marchands d'art se sont unis pour former une seule et même galerie, désormais appelée LGRD selon l'annonce du New York Times. Ce sont en fait les initiales de leurs 4 noms de famille. On retrouve Dominique Lévy, Brett Gorvy, qui s'était déjà associé en 2017 pour fonder la galerie Lévy-Gorvy. Et s'ajoute désormais Amalia Dayan, auparavant à la tête de la galerie Luxembourg et Dayan, et Jeanne Greenberg-Rohatyn de Salon 94. Alors LGRD sera plus exactement un consortium qui représentera les artistes, organisera les expositions, conseillera les collectionneurs et négociera des ventes aux enchères. Comment on peut expliquer ça ? C'est la concurrence qui est devenue plus rude en fait aujourd'hui dans le monde de l'art ? Voilà, une telle union galeriste, c'est le signe que la pandémie ne laisse pas le monde de l'art indifférent. Un peu comme à l'image de la société, les gros sont devenus plus gros, les petits encore plus petits. Et il faut bien s'unir pour faire le poids. Alors selon le rapport Art Basel, le secteur des galeries a connu une baisse de 20% de ses ventes à l'échelle mondiale, une chute estimée à 29,3 milliards de dollars. Et de nombreuses galeries, petites et moyennes, ferment en raison des coûts d'exploitation élevés. Alors, si on parle à présent de NFT, on va aller dans le monde des crypto-monnaies. Ils font régulièrement la une, mais cette semaine, ce n'est pas forcément pour annoncer un record, Sybille. Non, on commençait à peine à parler des NFT, ces Non-Fungible Tokens, une œuvre numérique disposant d'un certificat d'authenticité en théorie inviolable. Et déjà, les fraudes se révèlent. L'histoire est racontée par Art Newspaper. Un malfaiteur a vendu sous forme de NFT une des œuvres de Banksy à un collectionneur. On rentre maintenant dans une sorte de mise en abîme de l'authentification des NFT eux-mêmes. Et le collectionneur appelé Pransky sur son Twitter, alors ça aussi c'est une part du mystère, a tout de même dépensé 100 Ethereum, soit 330 000 $ pour acheter le NFT. Tout cela sur le site spécialisé OpenSea Marketplace auprès d'un douteux vendeur au nom de Gakman. Alors cette œuvre représente une figure crypto-punk fumant une cigarette devant 4 cheminées d'usine. L'œuvre s'appelle Great Redistribution of the Climate Change Disaster. Alors rassurez-vous, l'histoire se termine bien. L'agent de Banksy a affirmé que l'artiste n'avait jamais créé de NFT par rapport à ses œuvres d'art et le malfaiteur qui a dû se sentir coupable a rendu les Ethereum à l'acheteur. Finalement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et alors les NFT justement continuent à s'officialiser dans le monde de l'art. Oui, même l'Ermitage se met à ces technologies. Le musée russe réalise une vente publique en partenariat avec la plateforme Binance NFT jusqu'au 7 septembre prochain. La vente propose 5 chefs-d'œuvre de grands artistes présentés sous forme d'une copie numérique ultra haute résolution avec la signature de Mikhail Piotrowski, directeur général du musée de l'Ermitage. On retrouve par exemple Composition 6 de Kandinsky ou La Vierge à l'enfant de Léonard de Vinci. Il reste quelques jours, mais l'enchère dépasse aujourd'hui les 17 000 $.
Et alors, pour finir, Sybille, retour en France, à Marseille, dans la cité phocéenne, alors qui fait pas mal l'actualité en ce moment, mais là, on va essayer de trouver une actualité en lien avec le monde de l'art, quand même. Voilà, et surtout plus joyeuse, les foires d'art contemporain Artorama et Paris Dolide reçoivent des avis plutôt positifs de la presse spécialisée. Elles se sont déroulées le week-end dernier à la Friche Belle de Mai et au château de Servières. En ce qui concerne Artorama, c'est 44 galeries qui ont présenté le travail d'une centaine d'artistes. Et jusqu'au 12 septembre, l'événement se poursuivra sous la forme d'une exposition. 2 foires à taille humaine, axées sur la scène émergente et au prix accessible qu'il convient de visiter à la fin de l'été. Un salon intime à la sélection rigoureuse, pour reprendre les mots du directeur d'Artorama, Jérôme Pantalacci. Une pré-rentrée sous un bon signe pour cette année qui se déroulera, on l'espère, normalement. Merci beaucoup Sybille Aoudjan, journaliste Bismart spécialisée sur ces questions d'art pour cette revue d'actualité du marché de l'art. Et on reste dans le monde de l'art puisque nous allons tenter de comprendre quelle période artistique rapporte le plus. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Coiffé, directeur général de Catawiki France, mais plus spécialement directeur général du département Art et Antiquité également chez Catawiki. Bonjour Cyril Coiffé. Bonjour. Alors la question est vaste, hein. Quelle période artistique rapporte le plus? On peut peut-être commencer avec ce qui fait le plus l'actualité et qui remonte d'ailleurs dans les actualités qui sont mises en avant par Sybille Aoudjan, c'est cet art contemporain qui fait parfois parler de lui avec des chiffres mirobolants. Est-ce que c'est révélateur de tout le marché de l'art ou est-ce que c'est révélateur d'une période artistique particulière et que derrière qui cacherait des disparités plus importantes? Alors, il est vrai que la période contemporaine et même ultra contemporaine, c'est la période la plus spéculative. Les grands artistes contemporains sont aussi les artistes qui, de leur vivant ou même par rapport aux artistes qui sont décédés, sont les plus chers. Quand vous dites ultra contemporain, c'est les plus proches de nous finalement. Les plus proches de nous, des gens comme Jeff Koons évidemment, sont les artistes les plus chers et sont même plus chers que des grands artistes par exemple de la Renaissance. Toutes choses égales étant... Pas forcément Léonard de Vinci, mais d'autres... Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est un phénomène qui est très, très particulier. Mais il faut aussi voir qu'il n'y a pas que l'art ultra-contemporain qui rapporte, on va dire. Toutes les périodes, en fait, sont concernées. Nous, chez Catawiki, on a vu, par exemple, que l'art classique a augmenté de 50% en valeur l'année dernière par rapport à l'année précédente. Et en volume dans une proportion qui est similaire aussi. Donc il y a des coûts à faire aussi du côté de l'art classique et pas que de l'art ultra contemporain. Et comment on peut expliquer alors que plusieurs personnes soient tournées vers l'art classique, surtout sur un site internet qui peut attirer des jeunes? Exactement. C'est-à-dire que l'art classique aujourd'hui n'est plus quelque chose, le bastion en fait de quelques galeries dans des centres-villes de grandes métropoles. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut vraiment découvrir et apprécier l'art classique à peu près partout. Il y a aussi un engouement au niveau des intérieurs. C'est-à-dire aujourd'hui, l'intérieur, c'est plus un intérieur qui est mono-période. Ça va être une sorte de mix and match entre différentes périodes artistiques. Et du coup, il y a toute une jeune génération qui s'intéresse aussi beaucoup à tout, on va dire un petit peu, à tout l'art qui est extrêmement bien fait de manière figurative. Donc à l'exécution, l'art contemporain est aussi des fois plus conceptuel, donc un peu moins décoratif. Il faut rappeler que l'art classique, du coup, vous considérez classique art du XVIe siècle jusqu'aux années 1900. En tout cas, nous, c'est notre interprétation, on va dire, grand public chez Catawiki. Tout ce qui est avant 1900, on considère que c'est l'art classique. Et après, on est dans le moderne et puis dans le contemporain. Et du coup, moi, je reviens sur le contemporain parce qu'effectivement, on parle d'investissement, c'est là où on voit les chiffres les plus impressionnants et on se demande parfois s'il n'y a pas un peu de spéculation. Et à vous entendre, je me dis, mais finalement, c'est peut-être tellement cher dans l'art contemporain que c'est peut-être aussi pour ça qu'on va vers d'autres périodes qui ont pu plaire à un moment. Mais sur cet ultra contemporain, quand vous nous parlez d'artistes vivants, est-ce qu'on n'est pas sur des investissements en train de se dire en fait lui il va me rapporter plus tard ou sa cote va exploser, donc en fait on crée une espèce de bulle avant même que l'artiste explose? Il y a plusieurs types d'investisseurs dans le monde de l'art. Il y a ceux qui investissent sur le long terme. Ceux qui investissent sur le long terme et qui ont le temps vont plutôt privilégier l'art classique, justement. D'accord. Ce qui est bien en relation avec justement l'historique
Quand vous dites qui ont le temps, c'est qui ont le qui ont temps des horizons sur 10 ou c'est ça. 20 ans. C'est pas qui ont le temps de faire des recherches spécifiques, mais c'est qui ont le temps dans leur investissement. Exactement, qui ont des portefeuilles longs et de long terme. Pour tout ce qui va être effectivement spéculation, voire ultra-spéculation, le meilleur exemple, c'est les NFT dont on a parlé il y a quelques instants, c'est de l'ultra-spéculation. Ça va être garder l'œuvre pendant quelques mois, voire quelques semaines. Et puis, si on est sur un horizon, on va dire de 1 à 5 ans, là, il faut se tourner vers l'art contemporain, effectivement. Avec des tickets d'entrée quand même aussi qu'il faut noter. En dessous de 10 000 euros, il n'y a pas vraiment d'investissement en termes d'art. D'accord, de manière générale. De manière générale, oui. C'est-à-dire que c'est très, très dur de faire des coûts pour des investissements minimum en dessous de 5 000 euros. Un artiste qui est déjà coté, qui est déjà reconnu par des galeries, voire des institutions muséales, il n'y aura rien en dessous de 10 000 euros a priori. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se tourner justement vers d'autres périodes que l'art contemporain parce qu'il y a des meilleures manières d'authentification des œuvres plus anciennes et on a plus de tracés, on a fait plus de recherches? Oui, mais alors ça va être du point de vue d'un vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire un coût d'investissement, il faut surtout aller regarder dans son grenier. D'accord. Pour voir s'il n'y a pas un trésor caché. L'année dernière, il y a eu un Cimabue qui est sorti comme ça. Il y a 2 ans, un Caravage. C'est des gens qui avaient ça dans leur cuisine. C'est des gens qui avaient ça dans leur grenier. Et en fait, là, on est plus dans une approche de découverte d'œuvres qui ont une vraie valeur et qui étaient complètement inconnues. Mais aujourd'hui, grâce aux moyens numériques notamment, c'est plus facile en fait de les identifier. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des maîtres, à chaque période, des maîtres qui seraient plutôt des valeurs refuges? On parle toujours de Salvador Mundi, mais Ouais. est-ce qu'il y a des artistes de toute période qui seraient des valeurs sûres? Bon, là, peut-être avec des prix plus élevés. Oui, mais ça va être. Si on regarde plus loin dans le passé, en fait, les codes sont déjà très établis et la hiérarchie un peu des artistes est déjà aussi très établie. C'est pour On ça les que l'art connaît. contemporain est plus, on va dire, quelque part plus intéressant pour la spéculation, parce que les hiérarchies, les goûts, les modes ont tendance à changer. Euh, Tout ce qui est autour de la Renaissance et de la période plus classique après, les goûts sont déjà extrêmement figés. C'est assez rare qu'on redécouvre des artistes, sauf, par exemple, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est l'émergence de tout ce qui est artistes féminines de la période classique. Donc, il commence à y avoir des rétrospectives, il commence à y avoir l'émergence d'artistes comme Auge des Monet ou Vigée Lebrun, qui, effectivement, on redécouvre en fait des talents qui étaient un petit peu cachés parce que, justement, c'était des femmes. Et alors, ça veut dire que là, du coup, la cote de ces femmes peintres reprend de la valeur. Exactement. Donc voilà, ça va être sur un angle très très spécifique autour de la peinture féminine classique. Donc, si je comprends bien, finalement, le monde de l'art, plus on va vers des périodes anciennes et figé quelque part, Oui. c'est-à-dire que la cote a trouvé son prix d'équilibre et ça ne change pas. Donc, en fait, ça veut dire que les effets de mode sont vraiment sur le côté art contemporain, Oui. mais on ne va pas aller se dire, tiens, telle période, en fait, est moins d'actualité aujourd'hui. Alors, pas forcément la Renaissance, mais une période un peu plus classique. Et donc, ça vaut le coup, moi, que je me positionne dessus. Non, là, le marché est déjà mature, finalement, et ça ne changera plus. Par Oui. contre, c'est sur le marché, sur les nouveaux artistes, en fait, que ça peut se créer, ça, pour le coup. Exactement. Et sur des temps différents en plus. Oui, et la clé, là, si on a un investisseur qui est un petit peu curieux de ces choses-là, il faut regarder les artistes qui sont proposés par les grandes galeries. Ce sont souvent des artistes, et quand je dis les grandes galeries, ça va être le top 10 des galeries, des artistes qui bénéficient de rétrospectives muséales. Et là, c'est sûr que vous pouvez faire un coup. Un mot peut-être rapide de Katawiki. Katawiki, c'est une application, également un site internet. Du coup, vous vendez en ligne. Là, vous nous avez parlé de montants qui sont assez élevés, mine de rien, dans le monde de l'art. Et ça peut aller très, très haut. Alors, évidemment, je ne sais pas si on peut trouver du Jeff Koons sur Katawiki. Peut-être que vous en avez. Mais Il y a des éditions de Jeff il y a Koons. des éditions de Jeff Koons sur Katawiki, d'accord. Oui. Donc, on peut effectivement trouver pas mal de choses sur Katawiki. Vous constatez, vous, une appétence à investir parfois des gros tickets d'entrée directement en ligne où il y a quand même besoin à un moment de rencontrer les gens et de rencontrer peut-être un expert avant d'investir? Il y a eu un vrai changement dans l'approche du marché par rapport au online et à l'art sur le online. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, le ticket maximum allait être de quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le Covid est passé par là, mais aussi le fait que des acteurs comme Katawiki soient établis depuis maintenant plus de 10 ans a beaucoup rajouté à la confiance. Et puis aussi le fait que tout le marché, depuis les grandes maisons jusqu'aux grandes galeries, a complètement mué sur le online. Donc aujourd'hui, acheter comme par exemple un Utrio
que nous avons vendu dimanche dernier pour près de 30 000 euros en ligne. C'est quelque chose d'absolument banal presque. Banal. En un clic, on achète, on dépense 30 000 euros, un Nutrio. Et parce qu'il doit y avoir des craintes. Enfin, je sais que quand on achète sur d'autres sites, on récupère généralement nos biens bien empaquetés, mais on peut se dire, tiens, un Nutrio, 30 000 euros envoyé par la poste, ça peut être un petit peu, ça peut rendre un petit peu frileux quand même. Alors, il n'est pas forcément envoyé par la poste. D'accord, donc il y a quand même une rencontre après pour le récupérer. Il y a une rencontre et aujourd'hui, il y a des transporteurs. Nous, ce qui est important chez Katawiki aussi, c'est que tous les envois sont tracés avec des numéros de référence, que ce soit à travers un transporteur privé ou à travers un transporteur type que vous avez mentionné. Et c'est ça aussi qui a beaucoup changé à l'intérieur du marché. Les normes de l'e-commerce se sont appliquées maintenant à l'art et ça a plutôt augmenté le degré de confiance dans l'achat des œuvres d'art. Et alors, Sybille, on peut peut-être finir sur des petits conseils d'investissement, du coup. Bien sûr. En conseil d'investissement, nous, on en a deux énormes, en fait, on va dire. Regardez ce que vous avez chez vous, déjà. Vous avez certainement une belle œuvre qui est clashée chez vous. On dit souvent chez Katawiki, il y a toujours l'équivalent d'un SMIC dans chacun des foyers. Donc, regardez ce que vous avez chez vous et parlez à des experts. Parlez à des experts tels que ceux qu'on propose chez Katawiki, qui est un service absolument gratuit, pour faire estimer vos œuvres. Et, entre guillemets, vous aurez fait un bon investissement de votre temps parce que vous aurez peut-être découvert quelque chose de très, très valorisant et valorisable chez vous. On souhaite à tous de découvrir un Cimabue chez soi. Exactement. Il y en a encore énormément. La France, c'est le grenier des œuvres d'art dans le monde. Donc, à vos recherches. Ça donne envie en tout cas d'aller regarder ce qu'on a dans notre grenier. Merci beaucoup Cyril Coiffé, directeur général France de Katawiki et plus spécifiquement directeur général du département Art et Antiquité. Merci également Sybille Aoudjan du coup pour ces actualités du marché de l'art. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeux Patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble le dispositif LMNP, loueur meublé non professionnel. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Alors, c'est pas simple cette question du LMNP. En fait, si, c'est très simple, mais on a l'impression qu'actuellement, les produits estampillés LMNP, packagés LMNP, tendent à voler la vedette en fait finalement au dispositif LMNP en lui-même, ce qui rend la lecture un peu compliquée. On en parlait avant l'émission. Je racontais que quand on navigue sur Internet, en fait, on ne compte plus les opportunités d'investissement. Je mets ça entre guillemets en résidence senior, en résidence étudiante ou en résidence service, qui mettent en avant le LMNP. Après, à en croire presque que le LMNP, c'est que ça. Et du coup, je trouvais intéressant de reprendre les choses à la racine avec vous, Guillaume Lucchini, parce que trop d'informations veut dire que c'est pas clair, et quand c'est pas clair, tue l'information, exactement. Alors, le LMNP, le dispositif loueur meublé non professionnel, qu'est-ce que c'est, Guillaume Lucchini ? Alors, je pense que déjà, il faut remonter un tout petit peu. On parle d'abord de location meublée. La location meublée, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. C'est j'ai un bien, un logement d'immobilier locatif. Je le mets en location, garni d'un mobilier suffisant pour permettre finalement au locataire d'y vivre en posant tout juste ses valises. Donc ça nécessite certaines règles en termes on va dire de mobilier, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre, quelles sont mes obligations. Et donc, là, quand on parle de mobilier suffisant, c'est qu'effectivement il y a une liste de choses que on doit retrouver dans le bien. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Code général des impôts vous dit il y a une liste qui est nécessaire. Donc cette liste, tout le monde à peu près la connaît. Il faut un lit, il faut une table, il faut des chaises, il faut des ustensiles de cuisine. En fait, il faut pouvoir vivre dans cette exactement. Dans ce bien. Ouais, et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que quand vous vous baladez sur les sites pour trouver une location meublée, vous avez des locations meublées où c'est vraiment sommaire, c'est-à-dire que vous avez une table dans une pièce vide, et puis d'autres où c'est beaucoup plus fourni, beaucoup plus accueillant. Mais voilà, à partir du moment où on respecte ces règles, c'est-à-dire un certain nombre d'ustensiles ou autres nécessaires justement à cette location, on rentre dans la catégorie du loueur meublé, c'est-à-dire de la location meublée. Après, il faut savoir que la location meublée, c'est une activité civile d'un point de vue juridique, mais fiscalement parlant, c'est une activité dite commerciale. Et c'est là où, d'un point de vue fiscal, il y a des avantages.
Et notamment, le premier avantage du dispositif fiscal, c'est qu'en fait, dès qu'on rentre dans la location meublée professionnelle ou non professionnelle, on a la possibilité d'amortir le bien, c'est-à-dire qu'on rentre dans les règles comptables commerciales. Bien sûr, parce qu'on a des charges, et donc du coup, on amortit ces charges. Alors, on a d'abord des charges qui sont réelles, on va dire les travaux que vous avez pu faire, les intérêts d'emprunt que vous pouvez déduire, puisque vous avez forcément, normalement, acheté ce bien à crédit. Sûr, oui. Mais c'est surtout qu'on va rajouter, c'est là la grosse différence avec la location nue et le régime du foncier traditionnel, c'est qu'on va pouvoir amortir le bien, c'est-à-dire créer une charge fictive qui n'impacte pas les flux de trésorerie, c'est-à-dire que c'est une charge qui est complètement pas réelle, irréelle, virtuelle, voilà, exactement, et qui va venir finalement amoindrir notre résultat fiscal et donc éviter notamment la création d'impôts pour les gens qui en sont propriétaires. D'accord, donc en fait on va toucher un loyer, mais on peut amortir en fait une partie du bien. Exactement, et en fait l'amortissement il correspond à la dépréciation du bien dans le temps. D'accord. C'est-à-dire que concrètement vous avez deux types d'amortissement, vous avez d'un point de vue comptable amortissement linéaire ou par composante. Linéaire c'est très simple, c'est-à-dire qu'on prend le bien, on prend sa valorisation, on enlève une quote-part qui correspond au terrain parce que le terrain n'est pas amortissable, et ce bien, on va l'amortir sur une durée de 20 ou 25 ans, c'est-à-dire il y a 1/20 des 80% du bien qui vont être amortis, donc qui vont générer une charge complètement fictive, qui va venir s'imputer dans votre déclaration BIC, puisque quand on est en location meublée, on relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux, et à ce titre-là, effectivement, on va bénéficier d'un avantage fiscal qui est indéniable, puisqu'on va finalement minorer la partie recette qui aurait dû être déclarée. Et alors ça, c'est autant pour le loueur meublé professionnel que pour le loueur meublé non professionnel. Exactement. Ça, c'est la location meublée. Exactement. Alors après, dans la location meublée, vous avez deux possibilités, soit ce qu'on appelle le régime dit micro, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de constater un amortissement, je vais appliquer un forfait de charge, notamment pour les personnes qui ont très peu de charges ou qui ont acquis les biens depuis très longtemps et qui finalement n'ont plus la capacité d'amortir réellement le bien. Et dans ce cas-là, j'ai le système du micro BIC qui correspond un peu au micro-foncier qu'on retrouve de l'autre côté, mais sur lequel j'ai un abattement qui est plus important, puisque je vais pouvoir appliquer un forfait de 50%. Donc, je touche 10 000 euros de loyer, et ben, on applique un abattement de 50%, c'est-à-dire que ce que je vais reporter dans ma déclaration, exactement, je vais déclarer que 5 000 euros de recettes. D'accord, et ça, c'est quand je fais de la location meublée. Ça, c'est le régime du micro, en location meublée. Et après, en location meublée, d'accord. On n'est pas encore dans le LMNP, non, on est dans le... Non, pas forcément. Pas forcément. Voilà, et après, quand je suis dans le régime dit réel, le réel, c'est là où finalement je vais imputer toutes mes charges, et c'est là où je vais pouvoir intégrer exactement mon amortissement. Et donc là, je vais déclarer mes charges. Exactement. Et j'aurais intérêt à ne le faire que si jamais ça excède les 50% que j'aurais eu de manière forfaitaire. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a un calcul à faire. C'est que très souvent, les gens appliquent des forfaits parce qu'effectivement, d'un point de vue déclaration, c'est plus simple. Sauf qu'en l'occurrence, très souvent, le régime réel est beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est sur la partie, finalement, fiscalité. Après, la question, quelle est la différence entre la location meublée professionnelle et non professionnelle? Déjà, la définition du LMP, location meublée professionnelle, c'est une définition à contrario, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les conditions de la location meublée non professionnelle. Et la location meublée professionnelle, pour bénéficier de ce statut fiscal, il faut avoir des revenus qui n'excèdent pas 23 000 euros hors taxes chaque année. Ça, c'est pour le LMNP. Voilà, 23 000 euros. Et qu'en plus, ces 23 000 euros représentent moins de 50% des revenus tirés de mon activité professionnelle. Donc on a quand même les deux conditions. Ce qui est en l'occurrence très souvent réalisé. Vous prenez l'exemple d'un foyer fiscal où les personnes travaillent, ils bénéficient de revenus conséquents. Donc très souvent, la location meublée est bien inférieure aux revenus tirés de l'activité professionnelle. C'est un revenu complémentaire. Exactement. Et puis très souvent, c'est inférieur à 23 000 euros. Alors ça, c'est pour le cadre fiscal, mais également réglementaire. Maintenant, dans les faits, on voit que c'est très souvent en résidence senior, résidence service ou autre. Du coup, ça veut dire qu'on peut le faire en direct ou via ces systèmes packagés. Concrètement, le LMNP, quelle est votre vision un peu de conseiller en gestion de patrimoine sur ce sujet? Déjà, il y a un point qui est quand même important d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi qui est apparue en 2012 qui permet effectivement, quand vous faites de la location meublée non professionnelle, de bénéficier d'un avantage fiscal qui est la loi Censi-Bouvard, qui permet d'avoir une réduction d'impôt. En plus de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors, c'est pas en plus, et c'est là la grosse différence. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle, nous, en tant que conseil fiscaliste, effectivement de la location meublée, on fait référence notamment au régime d'amortissement, puisque l'amortissement est particulièrement favorable quand vous êtes dans des tranches d'imposition très fortes pour bénéficier de ce régime. Et en fait, depuis 2012, il y
a des gens qui se lancent dans la location meublée non professionnelle parce qu'ils sont appâtés par ce qu'on appelle la réduction d'impôt qui est liée au Censi-Bouvard. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous prenez une offre packagée, c'est-à-dire un bien qui est neuf, qui est dans une résidence-service, très souvent destination d'étudiants ou de personnes âgées, dépendantes ou pas, parce que ça peut être du senior ou du médicalisé. À partir du moment où vous faites ce type d'opération parce que on vous a fait miroiter effectivement une réduction d'impôt qui est réelle, qui va s'appliquer finalement sur le montant de votre investissement. Donc c'est un peu un parallèle avec le cellier, le Pinel qu'on a connu ou qu'on connaît encore. C'est que concrètement, sur le montant de votre investissement, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt qui va s'échelonner sur une durée de 9 ans à hauteur de 11% du bien. En fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous cochez cette case d'un point de vue fiscal, vous ne bénéficiez plus de l'amortissement. D'accord, donc en fait on récupère cet avantage fiscal, avez mais on en perd un autre. Exactement, puisqu'en fait, à partir du moment où vous mettez dans cette notion de Censi-Bouvard, vous allez avoir votre économie d'impôt qui va s'appliquer chaque année, mais chaque année, vous ne pourrez plus amortir le bien. Donc en fait, d'un point de vue fiscal et comptable... Comment est-ce qu'on arbitre? Alors ça dépend du montant du bien, ça dépend du montant des loyers? Je vais vous dire que très souvent, l'arbitrage, il n'est pas fait par le client, parce que très souvent, il n'est pas du tout au courant. D'accord. Mais c'est juste qu'il est attiré par une offre packagée en défisque et qu'aujourd'hui, il y a une myriade de professionnels qui vendent de la défisque parce que finalement, c'est ce que recherche avant tout l'investisseur. On lui dit, voilà, ça coûte tant, tu investis à tel endroit. Exactement. Et derrière, tu as tel avantage fiscal et c'est réglé. Exactement. Et en fait, ce qui fait la différence, et c'est pour ça que la location meublée s'est beaucoup développée ces dernières années, c'est qu'on a et l'avantage fiscal de la réduction d'impôt qu'on peut retrouver dans le Pinel, mais c'est surtout que l'avantage indéniable dans ce type d'opération, ce qui a toujours été prôné par les différents professionnels, c'est le fait d'avoir un bien qui va être donné en gestion à un professionnel, que ce soit un professionnel spécialisé dans... Voilà, c'est-à-dire qu'on s'occupe de rien et on perçoit finalement une rente qu'il y ait un locataire ou qu'il n'y ait pas de locataire. Ce qui n'est pas le cas du revenu foncier, notamment quand je suis dans un dispositif Pinel, ou si je n'ai pas de locataire, finalement... faut que je trouve mon locataire. Donc en fait, il y a un intérêt d'un point de vue pédagogique, puisqu'effectivement, je vais donner en gestion, et pour bon nombre de Français, quand on parle d'investissement locatif, ils voient tout de suite les malheurs, c'est-à-dire le défaut de locataire, le locataire qui décide de ne pas payer, le contentieux. Là, ils se disent, bon, finalement, mon locataire, c'est un gestionnaire professionnel, donc c'est plutôt rassurant pour moi, parce que quand vous avez un grand nom du tourisme ou de l'hôtellerie, vous dites, c'est top. Mais il a oublié de me dire que je pouvais aussi le faire sans lui, finalement. Exactement, et on m'a oublié, exactement, c'est exactement ça. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Vous, Guillaume Lucchini, le LMNP, vous aimez ça? Vous êtes prudent dessus? Quel est votre avis sur le sujet? En 30 secondes. En 30 secondes. Si on parle d'un point de vue fiscal, bien entendu, c'est très avantageux. C'est même pour moi un espèce de paradis pour les investisseurs, puisqu'en fait, vous allez pouvoir investir dans de l'immobilier, utiliser finalement les recettes de cet immobilier pour constituer votre patrimoine, mais surtout pour les personnes qui sont dans des tranches marginales d'imposition très fortes, vous allez minorer finalement ces recettes dans le cadre de votre imposition. Après, est-ce que je suis pro offre packagée? J'aurais tendance à vous dire, j'ai plutôt tendance à conseiller l'investissement soi-même, c'est-à-dire j'achète un bien, je le mets en location avec effectivement le mobilier suffisant et surtout j'investis dans des grands centres-villes avec une valeur de patrimoine qui va perdurer dans les années futures. Voilà, il faut bien penser également à où est-ce qu'on va faire du LMNP. Il ne suffit pas juste de voir marqué LMNP, il faut quand même regarder... ça reste de l'immobilier. Ça reste de l'immobilier et l'immobilier... faut le revendre à un moment et il faut se poser cette question-là. Et effectivement, c'est toujours mieux en centre-ville, comme vous nous le dites. Merci beaucoup, Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, de vous être prêté à cet exercice difficile de résumer en 10 minutes plusieurs dispositifs. Parce qu'on aurait pu passer du temps. On aurait pu passer 2 heures dessus, mais bon, c'est 10 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la pub. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux professionnels du secteur et notamment à ceux qui émettent des produits de placement, mais pas que. Des chroniqueurs nous accompagnent également pour répondre aux questions que l'on se pose dans le secteur. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie d'émission comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce dernier numéro de Smart Patrimoine de la semaine. Et au sommaire, comme tous les jours bien sûr, le Club Macro. Et notre invité sera Ronny Michali, président, directeur général de Financière Galilée. Et avec lui, nous parlerons d'OPCVM dédiés et de leur intérêt dans une allocation d'actifs patrimonial.
Et puis dans le Club Action, nous traiterons d'un thème d'actualité en cette rentrée de septembre. Face aux enjeux notamment de reprise économique, on se demandera avec Jean-Baptiste David, le président de WeDoWin, comment la finance se met au service de l'économie. Et bien sûr, en troisième partie d'émission, ce sera le Club Expert. Et notre chroniqueur du jour sera Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence. Le sujet du jour, le dirigeant d'entreprise et la gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Ronnie Michali, président directeur général de Financière Galilée. Bonjour Ronnie. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. On va parler ensemble, Ronnie, d'OPCVM dédié. Alors c'est vrai que l'OPCVM dédié, vous connaissez bien le sujet, vous en lancez un, vous en avez déjà plusieurs. Alors il semblerait qu'il y a un vrai intérêt, c'est que ça permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante, donc un gain de temps. Mais avant, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment sont construits ces OPCVM dédiés ? Alors, les fonds dédiés ou les OPCVM dédiés, c'est des véhicules d'investissement, tout comme les OPCVM classiques, mais qui sont dédiés à un cabinet ou plusieurs cabinets, parfois qui se mettent en commun, et qui ont pour vocation en fait de simplifier la vie, bien sûr, des gestionnaires de patrimoine, mais aussi d'être un outil plus efficace et plus réactif pour les clients finaux de ces gérants de patrimoine ou de ces family officers. Et ça va leur permettre effectivement d'aller plus rapidement dans la gestion de portefeuille, dans la gestion de l'allocation d'actifs de leurs clients, puisque ça va engendrer évidemment un gain de temps, mais surtout un gain de temps sur la paperasse. Ça, c'est important. Voilà, réglementaire, qui ces dernières années, avec toutes les réglementations que l'on a connues, c'est beaucoup accru. Et ça apporte à les gens. Vous leur créez un fonds sur mesure, finalement. Ils viennent vous voir, alors un cabinet en gestion de patrimoine ou plusieurs cabinets, oui. Et ils vous disent il faudrait qu'on crée un fonds parce que on a tel type de stratégie qui est récurrente chez nos clients et on ne se retrouve pas sur le marché ou alors on aimerait avoir un fonds dédié. Et là, vous leur dites très bien, on va créer votre fonds de tel et tel cabinet, quoi. Alors en général, tout part de la volonté en fait d'un cabinet de rationaliser en fait la gestion de l'allocation d'actifs de ses clients et parfois même de cabinets qui ont été échaudés par des mouvements de marché assez brusques et qui n'ont pas eu la réactivité nécessaire à l'époque où ce mouvement de marché s'est passé. Donc, comment ça se passe en général ? Un client vient chez son conseiller va lui préconiser un arbitrage. Cet arbitrage, effectivement, il va falloir lui conseiller, calculer la volatilité du portefeuille avant l'arbitrage, la volatilité du portefeuille après l'arbitrage, justifier l'arbitrage, et puis surtout lui faire signer du client directement. Tout à fait. Et voilà. tout ça, c'est long. Tout à fait. Et puis lui faire signer beaucoup de papiers. Tout ça, évidemment, n'est pas adapté lorsqu'on a des mouvements de marché qui sont de plus en plus rapides. Les marchés, aujourd'hui, ça va de plus en plus rapidement. Et je rappelle, l'année dernière, la crise Covid, le marché perd près de 40%. En 3 semaines et demie maximum. Donc il faut sortir vite. Exactement. Alors, ou pas d'ailleurs, ça dépend des stratégies. Mais Exactement. La réactivité, ça peut servir. Pour rentrer rapidement aussi. Et puis finalement, le client, il ne faut pas qu'il soit en vacances non plus. Il faut qu'il soit aussi certain de ce qu'il veut faire. Mais très souvent, le client va suivre en fait les préconisations de son conseiller et va lui permettre finalement d'aller gérer son patrimoine. Cependant, il ne peut pas le faire s'il n'a pas l'outil, le véhicule nécessaire pour le faire. Et ça, cet outil, c'est les fonds dédiés. Et justement, Ronnie, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des fonds dédiés. Vous n'êtes pas les seuls, bien entendu. Mais chez vous, il y a quand même une particularité, c'est que vous êtes 100% en architecture ouverte. Exactement, 100% en architecture ouverte. Déjà, on a un outil de sélection de fonds en 6 étapes. Ça s'appelle le Galilée Fund Picking Process. Tout à fait. 4 étapes quantitatives, 2 étapes qualitatives. Ça, c'est quelque chose que vous avez créé. Tout à fait, depuis 2014. Et c'est un outil qui nous permet d'aller sélectionner les gérants qui nous paraissent être les meilleurs dans chaque catégorie. On a aussi une expertise de sélection d'actions avec mon co-gérant Damien Leda. Lui va en fait gérer directement en ligne directe les fonds. Donc on a des fonds qui sont des fonds de fonds, c'est la majorité, des fonds dédiés qui sont des fonds de fonds, et des fonds dédiés qui sont en ligne directe.
Parce que du coup, si je comprends bien, ça veut dire que si je reprends, mais si je simplifie, donc les conseillers en gestion de patrimoine sont venus vous voir. Ils vous ont dit, maintenant, on va créer un fonds pour nous permettre finalement entre guillemets, d'exécuter le mandat de confiance que nous aura donné l'épargnant et de faire des changements en fait dans le fond sans que forcément on doive lui faire signer des documents systématiquement. Et derrière, en fait, il faut pouvoir le gérer au quotidien. Là, c'est vous qui gérez. Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une architecture ouverte aux gens qui nous écoutent. Oui. Alors, architecture ouverte, c'est effectivement quand on va faire de la sélection de fonds, mais externe. C'est-à-dire que... c'est pas que chez vous, c'est voilà, ça, pas que chez nous. Ça, c'est une différence de taille. Tout à fait. On ne va pas imposer des fonds maison. Je sais qu'il y a des sociétés qui le font et c'est normal dans certaines contraintes de rentabilité, etc. Tout à fait. Qui imposent quoi, 30-40% même des fois de fonds maison? Jusqu'à 50 parfois, où il y en a qui veulent carrément que des fonds maison. C'est plus rare, mais ça existe. Nous, effectivement, étant donné qu'on fait de la multigestion depuis l'origine, on a fait ça 100% en architecture ouverte. Alors, les CGP viennent chez nous, ou les family office aussi, créent des fonds dédiés, parce qu'on a un certain nombre d'agréments aussi. L'agrément pour la sélection de produits structurés, l'agrément pour la sélection de FIA étrangers, donc de fonds étrangers, qui nous permet par exemple d'aller chercher des ETF aux États-Unis. Et vous savez qu'ils ont un peu d'avance sur nous là-dessus. On a aussi une expertise en sélection de fonds thématiques. Okay. Donc voilà, on a un OPCVM thématique où on en crée un en septembre. Et voilà, on a fait pas mal de travail aussi sur le reporting pour qu'il soit transparent et aussi pour avoir un reporting des risques, parce que c'est important pour des CGP qui créent leurs fonds d'avoir finalement un rapport des risques. Et là, vous parlez de thématiques, vous parlez d'ETF, c'est des choses qu'on entend beaucoup effectivement du côté des épargnants, notamment thématiques ISR ou thématiques tech d'ailleurs, ça dépend un petit peu de la période à laquelle on en entendait parler. Les ETF et la gestion passive à le vent en poupe, c'est des choses qu'on vous demande souvent aujourd'hui quand on vous demande de créer un OPCVM dédié. Vous constatez des thématiques récurrentes ou en tout cas des demandes récurrentes? Oui, alors sur les ETF déjà, il y a effectivement de plus en plus une contrainte de coût qui est prise en compte par les CGP, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs couches de frais. Il y a l'enveloppe contrat d'assurance qui engendre des frais, il y a le fonds dédié bien sûr qui engendre des frais. Mais l'avantage du fonds dédié, c'est que on est considéré comme un institutionnel lorsqu'on a un fonds, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on n'a que des clients privés. Et donc, on peut aller sur des parts institutionnelles ou sur des ETF. Et donc, réduire le coût finalement pour le client final. Donc ça, c'est vraiment une demande qu'on a beaucoup. En plus, les instruments cotés en continu, c'est vrai que c'est quand même plus sympathique à traiter que les fonds qui sont à la journée ou même peut-être parfois sur 2-3 jours pour rentrer dans le portefeuille. Et puis, les thématiques, oui, alors ça, c'est sûr, il y a un essor des fonds thématiques. Voilà, on a réellement un outil donc, qui s'appelle le Codex des thématiques, qui est en 4 étapes et qui va nous permettre en fait de sélectionner et surtout de valoriser les thématiques. Et c'est ça qui manque aux conseillers qui viennent chez nous, c'est que autant le conseiller saura vous dire les marchés européens, je trouve qu'ils sont plutôt chers, plutôt pas chers. Autant la thématique de la cybersécurité ou la thématique, par exemple, de la e-santé ou de la raréfaction des ressources naturelles, par exemple la thématique de l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Ils sont beaucoup moins outillés pour le faire. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'on peut rappeler vraiment les spécificités du produit et à qui il se destine, tout type de client Oui, alors c'est pour tout type de clients. Après, les clients des conseillers peuvent être des personnes morales, des personnes physiques. Évidemment, pour les personnes morales, pour la gestion de trésorerie, ce sera des fonds un petit peu plus prudents. Pour les personnes physiques, en général, justement, vu qu'on veut simplifier le processus d'arbitrage, on va aller en général sur des fonds dédiés plus dynamiques, encore que, voilà, il y a réellement le choix. Maintenant, ce qui est très important, c'est aussi les fonds carte blanche.
C'est-à-dire que... Là, on vous dit faites ce que vous voulez, mais donnez-moi la performance à la fin. Exactement. En fait, on va être entre 0% et 100% sur toutes les classes d'actifs. Ça veut dire 0 à 100% par exemple d'actions 0 sans actions, 0 sans obligations. Sur les matières premières, on ne va pas aller à 100 non plus. Mais, voilà. Il y en a beaucoup qui disent carte blanche, voilà mon argent et faites-en ce que vous voulez. Voilà, on crée un fonds carte blanche qui va s'appeler 15 Global Wealth Management avec un CGP de la région de Strasbourg, le groupe 15, ce mois-ci, et lui souhaite réellement pouvoir conseiller l'allocation de ce fonds afin de gérer le patrimoine de ses clients de A à Z, c'est-à-dire vraiment réduire la voilure quand c'est nécessaire et augmenter la voilure lorsqu'il pense qu'effectivement les marchés sont porteurs. Et aussi, surtout, peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est les CGP, quand ils ont une expertise forte en fait en allocation d'actifs, souhaitent finalement que leur performance soit visible. Et ils souhaitent créer un track record pour leurs performances et que ces performances puissent être finalement publiques. Merci beaucoup Ronny, c'était très clair. Merci d'avoir été notre invité. La finance au service de l'économie, c'est tout de suite dans le Club Action. La finance au service de l'économie, voilà le thème qui va nous animer aujourd'hui avec Jean-Baptiste David, président de WeDoWin. WeDoWin qui accompagne les épargnants dans l'univers du capital investissement. Bonjour Jean-Baptiste David. Bonjour Jean-Baptiste. Nicolas, bonjour Laura. Alors ce capital investissement fait de plus en plus parler de lui, en tout cas du point de vue des particuliers depuis quelques années. Alors auparavant c'était réservé aux institutionnels ou aux grandes fortunes, mais aujourd'hui les épargnants, beaucoup plus d'épargnants peuvent investir via différents produits classiques comme des assurances vie ou autres, en private equity directement. Encore faut-il faire un peu de pédagogie sur ce que ça veut dire investir en private equity. C'est de l'épargne de long terme, c'est investir dans des sociétés, donc c'est lié à la performance d'une entreprise. Ça peut paraître moins liquide que d'autres investissements pour les épargnants. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu, Jean-Baptiste David, sur le private equity ? C'est d'expliquer ce que c'est aux épargnants, de les convaincre d'y aller, ou on en est où aujourd'hui ? Alors, nous, effectivement, WeDoWin, c'est le métier de WeDoWin d'accompagner des investisseurs privés sur la gestion de leur patrimoine. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de dire l'argent, la finance doit servir à quelque chose et doit avoir un impact fort. Aujourd'hui, dans l'ère du temps, on voit l'émergence de l'ISR, des critères ESG. Le private equity, je pense que c'est sa nature propre, c'est-à-dire de financer les PME françaises et leur développement et leur transmission. WeDoWin, c'est une équipe qui est au service de la passerelle entre l'épargne et l'économie française. D'accord. Le tissu économique. Et notamment français. les entreprises, puisque du coup, ça va financer directement les entreprises. Et donc, effectivement, la première étape, c'est de se dire, il faut faire savoir, il faut faire comprendre ce que c'est que le private equity. Il faut faire savoir parce que les épargnants ne sont pas forcément conscients que c'est possible, ou il faut faire savoir, il faut faire comprendre ce que c'est que le private equity. Oui, il faut déjà faire comprendre ce que c'est. D'accord. Si on a envie d'y aller. Bien sûr. Il faut faire émerger aussi et faire prendre conscience des risques, parce que évidemment, c'est un univers qui est risqué pour l'entreprise, et des contraintes, parce qu'effectivement, il y a une question de liquidité, de risque suivant le segment du capital investissement, parce qu'évidemment, à l'intérieur, il y a des ramifications. Et puis après, évidemment, la partie sympa, c'est le gain que ça peut apporter. Après le risque, le gain. C'est ça. L'idée, c'est déjà de faire savoir, et puis après, de construire des produits qui sont adaptés. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Nicolas, c'est que avant, c'était réservé à des investisseurs institutionnels qui sont complètement avertis sur le sujet, qui ont des experts métiers et qui en savent autant que moi. Aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus néophyte sur le sujet. Il n'en reste pas moins vrai que c'est très intéressant pour eux. Et donc, il faut leur expliquer. Et puis après, il faut avoir des produits qui sont adaptés en termes d'horizon d'investissement, tout simplement. Puisque des investisseurs ont un horizon qui est beaucoup plus lent. On parle de 20 ans, 25 ans, voire sans durée de sortie. Là, en moyenne, on s'engage pour... Là, généralement, les FCPR, donc fonds de capital risque, finalement, sont généralement construits sur un horizon de 8 ans. Oui. Voilà. Alors,
avant, on parlait beaucoup de capital investissement lié à la défiscalisation. Aujourd'hui, cette défiscalisation s'arrête parce qu'il y a eu la disparition de l'ISF. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs privés s'intéressent au capital investissement, mais pour le rendement. Qui est très élevé, qui tourne autour de 11%. Hein. Qui est effectivement très élevé. Alors, généralement, plus on met de contraintes, plus on rogne un petit peu sur l'investissement, puisque un institutionnel peut prétendre à un rendement net de 15, 20, 25%, quand les produits qui sont plutôt sur le retail, donc pour les investisseurs privés, sont plutôt entre 8 et 12%, suivant le niveau de risque. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on n'est pas une société de gestion, on accompagne des investisseurs privés dans la totalité de la gestion de leur patrimoine, et on leur propose sur la partie long terme, sur la partie 8-10 ans, au lieu d'acheter des actions dans leur PEA cotées, donc du Total, du L'Oréal ou que sais-je, on va leur proposer de rentrer sur des produits qui, sur un circuit court, vont financer la croissance de PME. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté de la barrière, il faut aller chercher. C'est ce que j'allais dire, encore faut-il avoir des entreprises à financer. Exactement. Aujourd'hui, le capital investissement en France s'élève à peu près 20 milliards par an, et ce qui fait que tout est bien investi, mais si on devait augmenter ce montant-là, la problématique, c'est aussi de trouver les cibles pour générer du rendement, parce qu'on ne peut pas se dire on va lever 100 milliards et puis on va attendre que ça passe et ne pas créer de rendement. Il faut, on croit en la valeur économique, et donc du coup, investir dans des PME pour qu'elles génèrent de la valeur économique, et puis que derrière, ça se transforme en rendement. Et vous êtes capable aujourd'hui de dire s'il y a plus d'offres que de demandes, justement, entre l'épargne à investir et les besoins en financement des entreprises? On en est où aujourd'hui? Alors, sur l'épargne à investir, il y en a énormément, tout simplement parce que... De gens qui sont prêts à aller en private equity? Oui, parce que les rendements sont très faibles sur les autres actifs. D'accord. C'est-à-dire que vous avez, on ne va pas tout détailler, mais aujourd'hui, vous avez des taux qui sont extrêmement faibles, et donc on est en recherche de rendement de la part des investisseurs, et donc il y a une nécessité de prendre du risque pour aller chercher du rendement. D'accord. Et la part donner du sens à son épargne, est-ce que ça c'est vraiment important, ou finalement non, c'est que le rendement dans je pense que ça fait partie de l'explication, parce que c'est totalement différent d'investir dans une PME qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, qui a 20 personnes, et à qui, quand on prend un bout de son capital, on lui fait un chèque pour qu'elle se développe, que d'investir dans un Total où, quand on achète des actions, on les achète à quelqu'un qui les avait avant. Bien sûr, donc ça, il n'y a pas le côté spéculatif. Exactement. Donc on est vraiment dans le financement des projets de l'entreprise ou de la transmission de l'entreprise. C'est deux modèles différents. Mais vous, c'est principalement du capital développement? Capital développement, c'est-à-dire aller financer les projets à venir de l'entreprise, et le capital transmission, qui est de dire l'entreprise doit être cédée parce que le dirigeant doit partir à la retraite, et donc il y a un schéma de financement qui se met en place parce que le repreneur doit racheter l'entreprise, ce qu'on appelle un LBO. Et Jean-Baptiste, vous vous positionnez sur le capital développement, est-ce que c'est pour amoindrir le risque, puisque c'est une partie moins risquée, non? Effectivement, à l'intérieur du capital investissement, il y a plusieurs segments de... Vous disiez, il y a des ramifications. Voilà, il y a des ramifications. La différence, c'est quoi? C'est la maturité de l'entreprise. Plus l'entreprise va être jeune, plus l'investissement va être risqué. Exactement. On parle de start-up, les sociétés ne sont pas rentables. Nous, on se concentre uniquement sur des sociétés qui sont entre 3 millions et 30 millions de chiffre d'affaires et qui sont rentables, avec des business models qui sont connus et extrêmement fiables. Bon, ça n'empêche que ça peut être risqué quand même. Bien sûr. Quand on parle de risque, c'est quoi? C'est de perte totale du capital investi parce que la société dépose le bilan, c'est ça? Suivant les segments. Ça, c'est le segment, le scénario le plus noir. Exactement. Le scénario noir, c'est de dire on investit dans une start-up, on finance de la recherche. Si on ne trouve pas, finalement, il n'y a pas d'issue. Et donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et donc il n'y a pas de rendement. Voilà. En revanche, une société qui est en phase de développement, qui est rentable, admettons, on investit dans une société qui fait du transport. Si demain, la société est en difficulté, on a une équipe de M&A, de fusion-acquisition. En 10 minutes, je vous trouve une centaine de sociétés qui est dans le transport en France et qui seraient capables et intéressées pour acheter. Vous voulez dire qu'on peut sortir effectivement par le rachat de l'entreprise, et donc là, en fait, on récupère nos parts automatiquement. Plus la société a avancé, mature et a de l'actif, plus on va avoir des solutions de sortie et on évite la bulle, entre guillemets. D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de participation qui vous tient particulièrement peut-être à cœur? Alors, il y a une société, il y en a évidemment plusieurs, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, on rencontre
rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et c'est pour ça qu'on les accompagne. Une société qui s'appelle Smiller, qui fait des groupes électrogènes et qui est dans l'univers de la maintenance et des groupes électrogènes. Ils font des groupes électrogènes pour, par exemple, des CHU ou pour la SNCF qui prennent le relais s'il y a une coupure de courant. Et ils s'occupent de toute la maintenance de ces systèmes électriques. C'est une société qu'on accompagne. Le dirigeant, qui est Richard Chantreau, une quarantaine d'années, est vraiment en phase de croissance. Il s'occupait des groupes électrogènes dans l'armée. Il a racheté une petite société qui développe. Ça fait 30-40 points de croissance interne. Donc il développe vraiment bien la société d'un point de vue commercial. Et c'est une société qui a opéré, qu'on a suivi sur 2 croissances externes. Donc c'est une société qui faisait, quand on l'a connue, 1,5 million de chiffre d'affaires. 2 ans et demi après, elle fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Ah oui. Voilà. Et on est passé de 20 salariés à 60 aujourd'hui. C'est une société qui a un défi, c'est continuer sa croissance interne, déployer son système en national, continuer ses croissances externes. Et ça, on l'accompagne là-dessus avec notre équipe de M&A. Et l'idée, c'est de pouvoir correctement absorber les sociétés qu'elle rachète. Il nous reste quelques secondes, Jean-Baptiste David. Je reviens sur la question de l'offre et de la demande. On a compris du coup qu'il y avait des épargnants qui étaient prêts à investir. Côté entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des financements mais qui répondent aussi à vos critères derrière de solvabilité et autres? C'est je pense, le point le plus important, parce qu'aller chercher de l'argent aujourd'hui, il y en a beaucoup. La question, c'est comment on l'investit. Nous, notre stratégie, elle est claire. C'est de se dire, il y a des gros acteurs du capital investissement dans les grandes métropoles de France et qui sont très implantés. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de s'implanter dans les tissus économiques en région. Donc on va à Nancy, à Limoges et à Rennes pour essayer de trouver un tissu d'entrepreneurs qui ont besoin d'être renforcés en fonds propres, et ça nous crée des opportunités d'investissement. Et on est des chasseurs d'opportunités pour les investisseurs privés finalement. Sur tout le territoire français. Merci beaucoup Jean-Baptiste David du coup, de nous avoir détaillé comment la finance se met au service de l'économie. Jean-Baptiste David, président de WeDoWin. Merci Nicolas. Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence. Bonjour Serge. Bonjour. On va parler avec vous de gestion de patrimoine bien sûr et du rôle peut-être de l'expert comptable au sein de l'entreprise et de ses missions. Tout à fait, merci. L'expert comptable a une position privilégiée. D'abord dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui la complexité fiscale comptable fait que même si ce n'est pas obligatoire, c'est assez difficile pour un chef d'entreprise de se passer d'expert comptable. Bien sûr. Et en même temps, le chef d'entreprise, jeune, moins jeune, proche de la retraite, doit aussi s'intéresser à sa patrimoine, à son futur revenu. Et l'intérêt de l'expert comptable dans l'entreprise, c'est justement qu'il peut piloter le revenu immédiat, le revenu futur, voire le revenu différé, et ça lui donne une position clé pour faire ce rôle auprès des chefs d'entreprise qui parfois ne sentent pas la nécessité immédiate de cette mission. Alors derrière ce terme chef d'entreprise, il y a des réalités qui sont parfois différentes, des tailles d'entreprise différentes ou des situations patrimoniales différentes. Du coup, quelles sont les cibles, si je puis dire ainsi, ou en tout cas quels sont les types de chefs d'entreprise que vous identifiez et comment est-ce qu'on adapte du coup? Oui. Alors évidemment, tous les chefs d'entreprise sont éligibles à une mission de chef d'entreprise, puisque tout le monde a un patrimoine, grand ou petit. Par contre, ce que l'on constate assez facilement, c'est que en ce qui concerne les gros patrimoines, pour donner un chiffre, on va dire, dès qu'un dirigeant a un patrimoine qui dépasse 2 millions ou 3 millions d'euros, il est la cible de banquiers d'affaires. Quand il a un patrimoine un peu plus important de family office, et qui sont en général très bien armés, très bien outillés, pour lui rendre ce service plein. L'autre côté de l'échelle, les tout petits patrimoines ou les patrimoines naissants ont plutôt affaire, je dirais, aux banquiers qui vont plutôt chercher à un investissement défiscalisant et petit à petit se faire un patrimoine immobilier. Au milieu, il y a toute une frange de chefs d'entreprise qui sont un peu délaissés. Ce n'est pas forcément les cibles favorites ni des grands ni des petits. Et là, c'est le rôle de l'expert comptable de les attirer vers cette mission et l'importance de le préparer très en amont. Et comment vous définissez les priorités? Alors, les priorités, c'est en fonction évidemment de la typologie du chef d'entreprise, son âge. Il est jeune, moins jeune, âgé. Bien sûr. Il est marié, il n'est pas marié, il a des enfants, il n'a pas beaucoup d'enfants. Il a une entreprise qu'il va pouvoir céder ou pas. C'est assez paradoxal de dire ça, mais
Bon, par exemple, si c'est un cabinet d'avocats, aussi rentable soit-il, il faut déjà que les descendants pour leur donner soient avocats. Sinon, et donc là, on détermine des critères qui peuvent aller de prévoir d'abord le nécessaire, ensuite, je dirais, ce qui va pouvoir continuer à améliorer leurs revenus futurs. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, je crois, à cette mission. C'est d'ailleurs ce qui en fait son attrait. Alors, vous parlez de mission chef d'entreprise. Donc là, en fait, c'est l'accompagnement finalement que vous proposez pour aider le chef d'entreprise à gérer son patrimoine. Si on parle toujours de mission, il y a des difficultés du coup à accompagner le chef d'entreprise dans la gestion de son patrimoine au quotidien. Il y a des choses à prendre en compte. Il y a des spécificités particulières. Oui, évidemment, il y a des difficultés qui sont liées d'abord aux contingences du chef d'entreprise. Celui qui vient de créer son entreprise, il n'a qu'un seul objectif qui se comprend parfaitement, c'est de développer son entreprise. Bien sûr, c'est d'essayer d'éviter au maximum les taxations lourdes, diverses et variées. Et quand il a 30 ans, lui parler de sa retraite, on passe un peu pour un martien. Hein. C'est pas son quotidien. Oui, ça vaut pour l'épargnant comme pour les chefs d'entreprise. Exactement. Finalement, et peut-être même plus pour le chef d'entreprise qui a son attention prise par autre chose. Tout à fait. Et de l'autre côté de l'échelle, celui qui approche 65 ans, il va penser qu'il va avoir une retraite confortable, il va penser que la cession de son entreprise va lui assurer la pérennité de ses revenus. Et donc, je dirais que le frein principal, c'est le facteur temps. Oui, ceux qui croient que c'est trop tôt, ceux qui croient que c'est trop tard, ça nous fait un petit rôle psychologique qui est assez intéressant finalement. Est-ce qu'il y a un palmarès des missions à proposer ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant dans la gestion de patrimoine, c'est que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, tout est dans tout et inversement. Oui. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement commencer par un bilan patrimonial global un peu lourd, qui risque peut-être de perdre le jeune chef d'entreprise, mais on peut aussi commencer par... Alors, c'est un terme d'expert comptable, il n'est pas toujours très sympathique, mais on peut toujours commencer par des petits bilans. Un bilan fiscal, ça en général c'est un succès foudroyant. Ah, ça tout de suite, dès qu'on met fiscal, ça intéresse. Dès qu'on parle d'économie d'impôts, en général on a gagné le gros lot, mais il y a aussi le bilan retraite et il y a le bilan prévoyance. C'est celui sur lequel par exemple au cabinet on insiste le plus parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le bilan prévoyance, l'entrepreneur de 30 ans, il le comprend ça ? Alors quand on lui donne des exemples... C'est pas très gai, hein, mais par exemple, quand on donne des exemples comme celui que tout le monde connaît de Schumacher, qui a eu un accident terrible et qui, à la tête d'une fortune colossale, ne pouvait à peine en profiter parce que rien n'était prévu au préalable. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Alors, c'est un peu bizarre de parler d'exemples aussi jusqu'au boutiste, mais à 30 ans, pour lui faire comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça, ça existe. Ça existe. Et du coup, le bilan prévoyance est assez bien accepté. Et passer du bilan prévoyance à un bilan retraite, puis un bilan matrimonial, l'ordre se fait assez naturellement et le dirigeant le comprend assez facilement en fait. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Il y a beaucoup d'intervenants qui proposent un accompagnement en gestion de patrimoine. Il y a les CGP évidemment, il y a les banquiers, il y a les family office, il y a les notaires, il y a les avocats, il y a les assureurs et il y a les experts comptables. Comment est-ce que tout ce monde cohabite du coup ? Parce que le marché est vaste. La technicité est énorme aussi, c'est complexe, c'est mouvant, surtout en France, quand on pense au Code général des impôts ou à la législation du travail. Je crois que tout le monde a sa place et en tous les cas, pour le chef d'entreprise, l'expert comptable, à mon avis, doit garder la baguette de chef d'orchestre, mais immanquablement, il fera appel à un notaire quand il s'agira de modifier le régime matrimonial, à un CGP quand il s'agira de faire une allocation d'actifs, à un avocat pour rédiger un pacte du travail. Je crois que l'interprofessionnalité, elle ne se décrète pas dans l'entreprise, elle se vit au quotidien en fait. Merci beaucoup Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence, de nous avoir expliqué du coup comment l'expert comptable peut accompagner le dirigeant d'entreprise dans sa gestion de patrimoine. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Encore un plaisir de l'animer avec vous, Laura Olivier. Et on se retrouve non pas demain, mais la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bon week-end.